intéressés par l'Alzheimer pour que nous prenions tous des médicaments contre l'Alzheimer, alors que ce qu'il faut, c'est changer nos habitudes alimentaires. Alors, dans le lait de la maman pour son enfant, il y a du calcium, bien sûr, mais suffisamment pour l'enfant. Suffisamment pour construire un enfant qui, un an plus tard, pèse 5 kilos de plus. Le veau pèse 350 kilos de plus un an après sa naissance. Et dans le lait de la vache, il n'y a pas de facteur de croissance pour le cerveau du veau qui est aussi con un an après que quand il est né. Il n'y a pas de problème. Mais il est solide. Il a des muscles, des articulations. Il a un non-os qui est solide. 350 kilos de plus. Pourquoi? Parce que dans le lait de sa maman, il y a des facteurs de croissance au nombre de 3. IGF, EGF et TGF, je vous explique. Insuline, gros facteur, facteur de croissance insulinique. Une famille entière. Une famille de facteurs de croissance IGF. TGF, une famille de facteurs de croissance, T, Transforming Growth Factor, facteur de croissance qui transforme les muscles, les articulations, la partie interne de l'organisme. Et puis il y a aussi Epidermal Growth Factor, c'est-à-dire celui qui transforme et qui permet la construction épiderme de la peau, épiderme, Transforming Epidermal Growth Factor, facteur de croissance de l'épiderme qui fait toute la périphérie du veau. Alors évidemment, si nous sommes sensibles aux facteurs de croissance neurotrophique du lait de notre maman, eh bien nous sommes sensibles à l'envers aux facteurs de croissance qui sont présents dans les produits laitiers de la vache. Il faut faire très attention à cela. Pourquoi? Parce que quand nous étions enfants, je suis né en 1945, eh bien ma maman, avec mes frères et sœurs, elle nous donnait du lait qui était bouilli. Il y avait du lait avec la crème épaisse, souvenez-vous. Et cette crème épaisse, eh bien c'était tout simplement les facteurs de croissance qui étaient en termes physiques floculés, qui n'étaient plus actifs, qui étaient, je dirais, chimiquement détruits, alors qu'aujourd'hui, avec le lait à ultra haute température, eh bien, les facteurs de croissance sont présents. Au nom du mouvement Famille de France, que je dirige sur le plan national, j'ai saisi, c'était au mois de juillet 2010, l'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, qui est devenue l'ANSES, Agence nationale de sécurité, d'environnement et de santé. Je l'ai saisi sur le plan officiel, j'ai été convoqué par une dizaine d'experts pour exprimer que moi, je représentais les familles, le grand public, et que ces familles, ce grand public, avaient besoin de savoir quels étaient les taux des facteurs de croissance dans les produits laitiers animaux, que ce soit la chèvre, la brebis, la jument ou la vache. Eh bien, j'ai eu le résultat avant-hier. Et donc, vous êtes les premiers à avoir le résultat. Je m'attendais, je dirais, à ce résultat, qui est un résultat, je dirais, qui ouvre des perspectives, en ce sens que l'agence m'a donné un gros dossier confidentiel, dont j'ai le droit de vous donner le résultat. Manifestement, les facteurs de croissance qui sont présents dans ces produits laitiers, ils en ont étudié un seul, qui s'appelle l'IGF. Ils ne m'ont même pas donné les dosages, mais il y a quand même les dosages de la littérature. Ce sont des dosages qui sont importants par rapport au lait maternel, d'une part, pour ces produits IGF, TGF et EGF. Et ces facteurs de croissance, je vais en établir le tableau, je vais leur faire une réponse pour aller plus loin dans la recherche. Ce sont des facteurs qui augmentent les risques de cancer du sein, de cancer de la prostate, de cancer digestif et de lymphome, c'est-à-dire le lymphome qui est une maladie du système immunitaire. Ça veut dire que principe de précaution, évidemment, ils ne vont pas le dire. Et c'est normal qu'ils ne le disent pas parce qu'ils sont trop soutenus par un certain nombre de lobbies. Mais vous savez, je suis d'une persévérance un peu semblable à celle de mon ami Jean-Louis Etienne hier, lui dans le domaine du pôle Nord et moi dans le domaine de la santé humaine. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir des centres anticancéreux qui ne désemplissent pas de malades, alors que si ces patients avaient été correctement informés dans les 10 ans, dans les 15 ans précédents, ils ne seraient pas présents dans les centres anticancéreux comme ils le sont aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention et qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des produits laitiers chez des petits animaux. Nous sommes en Ardèche, qui est le royaume de la chèvre, qui est le royaume de la brebis, où vous avez de bons fromages de chèvre, vous avez de bons fromages de brebis, que ce soit le Roquefort de l'Aveyron, que ce soit les tomes de brebis, tout ça est excellent. Pourquoi? Parce que les facteurs de croissance sont pour des petits animaux et que vous en avez moins. Et moi, en tant que chirurgien et cancérologue, j'ai une notion que je dois vous faire passer.
Vous savez, les nouveaux traitements du cancer, c'est fini la chimiothérapie. Dans 5-8 ans, il n'y aura plus de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que ces chimiothérapies, ce sont des médicaments qui sont destinés à tuer toute cellule en train de se multiplier. Docteur, me dit une dame, vous me traitez pour un cancer du sein, vous me donnez de la chimiothérapie et vous me faites partir mes cheveux. Mais je n'ai pas de cancer sur le cuir chevelu. Et la dame, elle a raison. Et elle n'a pas de cancer sur les globules blancs. Et on lui fait chuter ces globules blancs. Pourquoi? Parce que ces chimiothérapies, ce sont des médicaments ubiquitaires, c'est-à-dire qui touchent toute cellule en train de se multiplier, celle des cheveux, celle des globules blancs, celle du foie, celle de l'intestin. Il faut savoir que nos cellules ont des durées de vie différentes. Vous avez 50 ans, eh bien si vous avez bien consommé, bien mangé, si vous n'êtes pas intoxiqué, si vous n'avez pas trop fumé, si vous n'avez pas pris trop de marijuana, de hashish et compagnie, eh bien vous avez refait votre foie 50 fois, car les cellules de notre foie, grosso modo, vivent une année. Vos globules blancs, ils vivent une semaine. Les globules de votre intestin grêle, 3 à 4 jours. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement important. Et si je vais sur le cerveau, alors là, le cerveau, c'est quelque chose de formidable. Il y a un homme, je me souviens, d'un de mes professeurs en première année de médecine, avec mes camarades, j'avais 17-18 ans, et notre professeur nous donne un cours sur les cellules du système nerveux central. Il commence le cours en nous disant, les enfants, les petits, vous savez, vous n'avez pas encore 20 ans, vous avez de la chance, mais à partir de 20 ans, vous allez commencer à perdre 20 à 30 000 neurones par jour. En le regardant, je me suis dit, mais lui, il ne doit rien lui rester. Je n'ai pas pensé. Et alors, je suis allé le voir à la fin du cours, et je lui ai dit, maître, mais comment se fait-il qu'on perde des neurones comme ça? Parce que moi, je suis plutôt de nature économe, et je ne voudrais pas les perdre, c'est utile, les neurones dans le citron, tout ça. Il me dit, petit, tu les perdras. Je lui ai dit, mais qui c'est qui a dit ça? Il me dit, c'est un prix Nobel. Et qui? Il me dit, c'est Ramón y Cajal, Madrid, 1906. Je suis allé vérifier, il avait raison. Seulement voilà, Ramón y Cajal, qui a eu le prix Nobel pour d'autres raisons, et en plus pour celle-là, il s'est trompé. Aujourd'hui, il serait planté en première année de médecine à Montpellier, à Toulouse, à Lyon ou à Paris. Il s'est trompé. Nous sommes capables de multiplier les connexions neuronales et même de multiplier les neurones dans la zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe en forme de cheval marin et qui est la zone de ma mémoire de maintenant, ma mémoire d'hier, ma mémoire des années 30, des années 40, des années 60, ma mémoire. Et donc il est très important de travailler notre mémoire. Et c'est sûr que si vous vous gavez de la 1 télé, de la 2, de la 3, de la 6, de la 8, de la 12, de la 22, ah c'est sûr que vous avez l'Alzheimer assuré. Pourquoi? Ben, quand je vois une dame avec un monsieur, je leur dis, dites-moi madame, hier à la télé, là, c'était quoi le film sur la 2? Alors, chérie, c'était quoi le film qu'on a vu hier? Ils finissent par trouver le titre, et puis je leur dis, ah oui, c'était un policier, mais qui c'était le meurtrier? Ah ben docteur, on s'est endormi devant. Oui. Anesthésie générale. Et là, c'est sûr que vous perdez des neurones, mais c'est pas TF1 qui vous le dit. Là, c'est sûr que vous en perdez 5 à 6 000 à chaque émission. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interactivité. Et que l'interactivité est indispensable. Alors, quand je suis en vacances avec mes petits-enfants, au mois de février, j'étais avec Augustin, avec Linette, et je leur apprends les fables de La Fontaine. Alors je les répète avec eux. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla son témoin. Et le petit Augustin, il dit rien, il m'observe, je le vois, et il se dit au fond de sa tête, mais le vieux, il n'est pas si con que ça, il apprend encore quelque chose. Donc, vous voyez, ça c'est très important de stimuler son cerveau. Tous les jours, avant de vous coucher, vous posez une question. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Rien, je ne me couche pas. Quand j'ai appris ça à mon petit de 8 ans, le petit Paul, il avait 8 ans, je lui apprends ça à 8 h du matin. Il me regarde, il me dit, papa, je peux aller me coucher? Et oui, il venait d'apprendre quelque chose. J'ai dit, petit, il faut être fatigué à la fin de la journée pour bien dormir. Ça, c'est capital. Alors, vous savez, les produits laitiers, n'oubliez pas, le yaya, quel qu'il soit, acti-machin, acti-ceci, acti-merde, celui-là, je le prescris comme la compote la veille du départ dans l'au-delà. J'ose pas vous demander qui c'est qui a pris un yaourt aujourd'hui, hein, parce que sinon, vous allez avoir peur. Mais simplement, c'est un des derniers de votre vie. Par contre, prenez une bonne portion de fromage de chèvre ou de brebis. Vous n'avez pas besoin de 4. C'est ce que dit le plan national de nutrition santé, qui est sponsorisé par les produits laitiers, tiens c'est curieux, vous voyez, et qui veulent nous en faire consommer d'une manière excessive. Les Suédoises qui boivent du lait toute la journée, au petit déjeuner, au repas du midi, au repas du soir, elles se lèvent la nuit, elles vont prendre un yaourt, ce sont les femmes qui ont le plus d'ostéoporose en Europe.
Et plus elles en consomment, et plus elles en ont. Et on leur dit continue, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des erreurs alimentaires. Pourquoi? Parce que le calcium animal doit être différencié du calcium végétal. Le calcium animal est absorbé par mon corps, par mon tube digestif, maximum, Danone le dit honnêtement, mais il ne donne pas la comparaison. Eh bien, le calcium animal est absorbé à 40%. Maximum. Ça veut dire que quand vous allez acheter le litre de lait ou le yaourt, dites au fermier que vous le payez que 40%, parce que 60% vous le camp dans les déchets. Donc c'est pas normal qu'on vous fasse payer si cher. Par contre, le calcium végétal, des amandes, des noix, des noisettes, des fruits, des légumes, dans une orange, dans une pomme, dans un kiwi, vous avez du bon calcium. Et si vous le mastiquez bien, si vous avez la salive qui va vous aider à goûter le fruit, dans la salive on a trouvé encore récemment des enzymes du goût, qui permettent à un enfant, à un adulte, à une personne âgée de garder dans l'aliment, dans la bouche, et pour pouvoir se dire un peu d'amertume, un peu de sucré, de douceur, d'acidité, d'alcalinité, etc. Il faut faire parler les enfants. Mon petit, tu prends une pomme, décris-moi le goût de la pomme. C'est beau. Non, décris-moi le goût de la pomme. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et à ce moment-là, évidemment, vous allez appeler la salive, et cette salive va vous aider véritablement à goûter. Une dame récemment me disait, moi, pas de problème, je mastique toute la journée. Ah bon? Vous mangez des frites? Non, 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 du chewing-gum. Je dis, madame, mais vous êtes complètement à côté de vos pompes. Pourquoi? Parce que la bonne salive, c'est celle qui va se mélanger à l'aliment. Le chewing-gum, c'est une catastrophe qui vous transforme simplement en bovin. Vous voyez? Voilà, ça c'est tout à fait classique. Donc ça veut dire, ne l'oublions pas, que notre digestion commence dans la bouche, qu'elle va se poursuivre dans le reste de mon tube digestif et qu'à partir de là, je vais pouvoir avoir effectivement une qualité nutritionnelle qui est destinée à ma santé. Il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien, il n'y a pas besoin d'aller, je dirais, vers le médecin, il faut aller vers l'agriculteur, mais vers l'agriculteur plutôt bio et de proximité. Bien sûr que j'aime bien les figues sèches qui arrivent de Turquie, mais bio de Turquie, j'aime bien les Turcs, mais je suis méfiant. Je préfère les figues sèches de Provence et bio. Alors il y a un autre élément sur lequel je veux insister avant de terminer, c'est le problème du pain. Ah, ce problème du pain, comme il a changé. Lorsque j'étais enfant, à 11h30 du matin, papa, maman me disaient, petit, va chercher le pain chez la boulangère. Et j'étais content d'y aller. Parfois on se disputait avec mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand on allait chercher le pain, au retour, on en prenait un bon morceau, et puis on s'amusait, il était croustillant, il était bon, et on mettait les doigts dans les trous du pain. Et aujourd'hui, vous m'appelez, si vous arrivez à mettre la moitié d'un petit doigt dans le trou du pain, il faut une aiguille. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gluten et pas assez de levain. Parce que nous sommes passés, comme pour les produits laitiers, au stade industriel. Pour le lait, c'est UHT, ultra haute température, qui supprime les germes, mais ne supprime pas les facteurs de croissance. Eh bien, pour le pain, c'est la même chose. Trop de gluten, pas assez de levain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons une civilisation aujourd'hui qui est de plus en plus allergique au gluten. Et cette allergie au gluten, ça s'appelait, et ça s'appelle encore, pour ceux qui ont une véritable intolérance, la maladie cœliaque. Et la maladie cœliaque, c'est quoi? Cœlios, c'est le ventre. Et cette maladie cœliaque, elle donne tout simplement des douleurs, une gêne abdominale, de la mauvaise absorption, des ballonnements, des fuites digestives, etc. On est fatigué. Puis un beau jour, le médecin se dit, écoutez, j'arrive pas à vous soigner, je pense que c'est peut-être une allergie au gluten, alors madame, c'était surtout les dames, et maintenant les messieurs y sont aussi, vous allez supprimer de votre alimentation tout ce qui concerne le gluten. C'est quoi? Ben, le gluten, c'est la protéine du grain de blé, et tout simplement avec la gliadine, et vous allez supprimer tout ce qui est pain, pizza, pâtes, viennoiserie, biscuits. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais manger? Eh bien, tout simplement, ce que vous allez manger à la place, c'est le pain des fleurs. Et nous sommes ici dans la capitale mondiale du pain des fleurs. Et cette capitale mondiale du pain des fleurs, c'est tout simplement, vous allez passer du gluten à une nouvelle céréale, qui n'est pas nouvelle, mais qui est excellente pour la santé, qui s'appelle soit le sarrasin, soit le quinoa, soit les châtaignes. Et je dois dire que moi-même, je n'ai pas une allergie forcenée contre le gluten, n'empêche que je me suis mis à consommer, effectivement, et je vais faire les calculs par mon épouse, ça ne coûte pas plus cher, et parfois même moins cher, que d'aller acheter du pain complet, du pain
pour lequel vous avez de la farine avec trop de gluten. Et donc ça veut dire que effectivement, avec ces éléments-là, vous allez avoir une nutrition qui est bien meilleure. Et quand j'ai une grosse journée opératoire, eh bien je prends mes 4 galettes de sarrasin ou quinoa ou de châtaigne et je mets du miel. Je mets du miel là-dessus. Je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Les abeilles et le chirurgien pour vous montrer combien les abeilles, au passage, sont extraordinaires pour notre santé dans une civilisation où la sentinelle de l'environnement, qui était avant le canari au fond des mines, et quand le canari commençait à baisser la tête, on disait aux mineurs, dépêchez-vous pour remonter, eh bien aujourd'hui, la sentinelle de l'environnement, c'est les abeilles. Il faut les respecter, il faut supprimer tous ces produits, pesticides, insecticides et autres, Roundup et tous les autres, qui sont des produits toxiques pour les abeilles et qui abîment les abeilles qui sont là pour nous donner du bon miel, de la propolis, de la gelée royale, bon, tous ces produits qui sont excellents pour ma santé et que malheureusement on trouve de plus en plus difficilement. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, nous devons faire attention à notre alimentation. Cette alimentation, c'est la base de notre santé pour toutes les maladies auto-immunes qui peuvent toucher la peau, le lupus, la sclérodermie, la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique pour le tube digestif, la sclérose en plaques et l'Alzheimer, j'en ai parlé, mais aussi toutes les maladies rhumatismales. J'ai l'un de mes amis formidables, le docteur Poinsignon, qui a écrit un bouquin justement sur les rhumatismes et l'alimentation. Et cet homme, un jour, voit en consultation une dame qui avait une polyarthrite chronique évolutive. Elle avait des douleurs sur les articulations des doigts de main, des doigts de pied. Il lui prescrit son traitement classique avec anti-inflammatoire contre la douleur, avec du méthotrexate pour commencer, et ça va durer la vie entière. Et cette femme, elle va rentrer chez elle, elle va aller sur Internet, elle va chercher, elle dit, moi je ne veux pas des médicaments qui sont les mêmes que ceux qu'on donne contre le cancer, des anti-inflammatoires qui font saigner l'estomac, qui donnent des ulcères, etc. Et finalement, elle va changer son alimentation. 1 mois et demi plus tard, elle va revoir mon ami le docteur Poinsignon à Grenoble. Alors, le docteur lui dit, alors madame, comment ça s'est passé? Ah ben docteur, formidable, je n'ai plus de douleur, je suis heureuse comme tout. Ah ben voyez, il dit, je suis très fier de mon traitement, je suis vraiment très content. Il dit, mais docteur, je n'ai pas fait votre traitement. Ah bon? Vous n'avez pas fait mon traitement? Mais qu'avez-vous fait? Oh, j'ai simplement changé mes habitudes alimentaires. Vous avez changé vos habitudes alimentaires? Ben oui, d'ailleurs, je vous ai amené la photocopie des 15 pages du livre qui sont les conseils nutritionnels sur ce sujet-là. Il regarde, il examine la malade, il me raconte, je l'examine, je trouve que dalle. Je dis, écoutez madame, revenez me voir dans 1 mois et demi, la consultation est gratuite, je veux vous voir pendant 1 mois, tous les 2 mois, régulièrement. Et il me dit, je n'ai jamais retrouvé la maladie qui est revenue. Cette malade a changé ses habitudes alimentaires, et voilà que le docteur Poinsignon a, à partir de ce moment-là, changé lui-même ses habitudes personnelles et familiales, et pour ses malades. Et il s'est rendu compte que la nutrition est un point clé de notre santé. Alors je vais terminer pour que nous ayons un temps de questions, bien évidemment. Et 2 phrases absolument formidables. Vous connaissez Hippocrate. À Montpellier, nous disons que nous sommes la médecine hippocratique. Nous nous opposons souvent à nos collègues parisiens, hein, certains qui font payer la consultation 500 €, qui sont des bandits des grands chemins, même certains de mes collègues, c'est un véritable scandale. Nous avons la médecine hippocratique. Ça veut dire, nous observons, nous auscultons, nous examinons, nous prenons notre temps, nous écoutons le malade, comme Hippocrate autrefois, qui n'avait pas Internet, qui n'avait pas l'INSERM, qui n'avait pas le CNRS, mais qui comparait le malade au bien portant, qui comparait ce qu'il entendait, ce qu'il observait, ce qu'il écoutait, ce qu'il observait avec ses yeux, et qui a dit que ton aliment soit ton médicament. Que ton aliment soit ton médicament. Ça, c'est le bio dans les étoiles. C'est le véritable bio dans les étoiles. Et Jean Rostand, qui ajoutait une phrase dans les années 60, vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Alors, vous comprenez pourquoi je préfère, avec vous, aller au resto plutôt qu'à l'hosto. Merci. Merci, professeur.